On va débattre de cette actualité lourde avec Louis de Ragnel qui est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent. Avec Rachel Kahn, merci d'être là. Bonsoir, Joseph Massé-Scaron, Julien Drey, merci d'être avec nous. Une avocate, Muriel Wachlin-Melki, merci d'être là. Et on a le plaisir de recevoir le président du CREP, Yonatan Arfi. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va commencer tout de suite par le terrain, si vous le voulez bien. Aller sur place avec Olivier Benkemoun qui nous attend et Thibaut Marcheteau. Bonsoir, vous êtes à Tel Aviv, Olivier, où évidemment les commémorations du 7 octobre vont commencer. Oui, alors ici on est dans un des grands parcs de la ville de Tel Aviv, c'est le parc Ayarkon. Et si vous voulez, ce soir c'est la commémoration et l'hommage organisé par les familles, non officielles et non politiques. Vous avez vu toute la journée qu'il y a eu plusieurs événements. Le premier a commencé à 6h29 précisément sur le lieu de l'attaque de Raïm, le festival Nova, auquel a participé d'ailleurs le président Herzog. Il y a eu un moment d'émotion très très fort, beaucoup de familles. Ensuite, on a vu l'enregistrement qu'a fait Benjamin Netanyahou, message enregistré, hommage officiel et politique. C'était à Jérusalem. Et ce soir, donc, c'est une autre partie, un autre moment dans ce grand parc. Il devait y avoir 30 000 personnes ici. Il y en a à peine 2 000 ou 3 000 parce qu'il y a des limitations de jauge en raison, vous le savez, de l'état d'alerte, de l'état d'urgence dans lequel est placé Israël. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on a parcouru tout le pays aujourd'hui. On est allé à Nova, on est allé dans différents endroits, on est allé dans des kibbutz, on a vu beaucoup de choses. Et toute la journée, il y a eu des alertes, toute la journée des sirènes, toute la journée, les batteries militaires israéliennes ont tonné. Voilà, donc ce soir, cet hommage, et dans quelques minutes, à 19h10 heure d'Israël précisément, 18h10 chez vous, ce sera la minute de silence. 19h10 ici, c'est le 7-10, évidemment. Merci Olivier Benkemoun et Thibaut Marcheteau sur place de nous faire vivre cette journée si importante. J'aimerais qu'on écoute tout de suite un témoignage, celui de Laurent Bitton, qui a perdu sa fille à la rave party de Supernova le 7 octobre dernier. Écoutez-le. Ils sont arrivés ici à 6h30 du matin et les bombardements ont commencé. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient sur place, ils les ont mis dans la voiture. Ils ont commencé à partir de la voiture, ils sont arrivés dans un embouteillage. Et ils sont revenus par derrière parce que l'embouteillage, personne ne pouvait plus bouger. Ils sont arrivés ici, la police leur a dit de se cacher entre les deux bennes. Il y avait deux bennes. Et à la fin, ils sont rentrés dans la benne, ils se sont cachés avec des sacs poubelles à l'intérieur. Et on a parlé avec eux de 8h du matin jusqu'à 11h moins 10. Et un terroriste et une personne est sortie avec la tête de curiosité, a eu un regard avec un terroriste et le terroriste il les a vus, il est rentré ici et il a fusillé tout le monde. 15 personnes étaient cachées dans la benne, 9 dont assassinés et 6 en vie, mais touchés aussi. Maya, elle avait 22 ans et Liran, son fiancé, 23 ans. Ils sont morts tous les deux, assassinés, enlacés. Voilà pour ce témoignage recueilli par l'une de nos équipes, Régine Delfour, Yonatan Arfi. C'est une journée extrêmement importante en Israël, mais en France aussi, évidemment. Oui, c'est une journée importante parce que la plaie du 7 octobre est ouverte, elle est béante pour effectivement la société israélienne, mais aussi en France parce que le 7 octobre n'est pas qu'une question israélienne, c'est une vraie question française. On a vu nos débats publics se fracturer sur la question du 7 octobre. On a besoin aujourd'hui d'un temps de recueillement, d'un temps aussi d'interrogation sur les leçons que nous devons tirer en France dans notre guerre contre l'islamisme, par exemple, contre le terrorisme, de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Il aurait fallu faire plus dans notre pays. Il aurait fallu faire une cérémonie, quelque chose, pour symboliser ce 7 octobre. Une des difficultés, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire entrer dans la conscience des Français le fait que 48 Français ont été assassinés le 7 octobre, que ces morts-là, ce sont les leurs, les nôtres, à tous, qu'au fond, il n'y a pas de différence dans la démarche du terroriste à Reim, donc à Nova ou au Bataclan, et que les histoires sont similaires et donc les réponses doivent l'être aussi. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a le réflexe, peut-être soit par faiblesse, soit par idéologie, de considérer que ce seraient deux affaires différentes et qu'au fond, Israël ne serait pas dans la guerre du monde libre contre le terrorisme, mais dans un conflit territorial différent. Et ça, c'est un défi auquel on est confronté pleinement aujourd'hui. Quand vous dites, Yonatan Arfi, par idéologie, à qui pensez-vous ? Bien sûr à la France insoumise et autour d'eux à un activisme pro-palestinien qui a fait de la question de Gaza un cri de ralliement, un slogan électoral. On l'a vu au moment évidemment de la campagne des européennes puis des législatives. Mais au fond, c'est devenu un marqueur.
comme en d'autres temps, la question du Vietnam pouvait l'être. C'est une manière d'obliger les gens à choisir un camp et à cristalliser de la radicalité autour de la France insoumise. C'est ce qu'ils ont fait autour de la question de Gaza. Est-ce que vous avez compris les prises de position du président Emmanuel Macron, Yonatan Arfi? Compris, non. Qui souhaitait désarmer, j'ai ne livre réagi pas d'armement sur ce sujet. Nous avons réagi publiquement dès samedi soir. En déplorant une déclaration qui, à mon avis, néglige un fait relativement simple, qui est une réalité intangible du Proche-Orient. C'est que si le Hamas dépose les armes, il y a la paix. Si Israël dépose les armes, il n'y a plus d'État d'Israël. Et quand on tient compte de cette réalité, alors bien sûr, tout ce qu'on peut penser sur le reste doit être revu. Et je pense que voilà, ça ne négligeait cette réalité intangible du Moyen-Orient, parce qu'Israël n'a pas comme voisin le Luxembourg, la Belgique, la Suisse ou l'Espagne, mais des organisations terroristes. Joseph Massescaron, vous voulez réagir? Cette phrase qui est dans le communiqué de Yonatan Arfi sur, en effet, si le Hamas dépose, etc., je trouve que c'est d'une force, mais vraiment... Israël dépose des armes, oui, Israël. Oui, parce qu'on prête à Golda Meir. C'est extrêmement fort. Vous savez, pardon, mais quand je vois les positions adoptées par Emmanuel Macron, je me demande si aujourd'hui, il ne faut pas remettre en cause le domaine réservé en politique étrangère. Je le dis franchement. Je me demande, domaine réservé d'ailleurs qui n'existe pas réellement dans la Constitution, hein, c'est un usage. Je me demande si réellement aujourd'hui, mais ça veut dire quoi, il faudrait qu'il y ait des voies politiques pour dire, ben non, je suis désolé, il n'y a pas de voie réservée. Voilà. Il n'y a même pas de domaine partagé. À un moment, c'est-à-dire que quand l'exécutif lui-même perd complètement sa boussole, quand sa pensée à vider les étriers totalement, ce qui est le cas avec Emmanuel Macron, pardonnez-moi, hein, et pas simplement avec Emmanuel Macron, mais même le ministre des Affaires étrangères. J'ai vu Jean-Noël Barrot qui dit, je cite, hein, le Hezbollah porte une lourde responsabilité. Il porte une lourde responsabilité, mais enfin, pardonnez-moi, il porte la totale responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc je me demande vraiment aujourd'hui si des voies politiques ne doivent pas remettre en cause clairement ce qui était autrefois le domaine réservé. Julien Drey, qu'est-ce que vous en pensez? De Macron, j'attends plus grand-chose. Depuis quand? Depuis quelques mois. Bon, sur le plan politique intérieur, on a vu les erreurs, mais sur le plan extérieur, c'est lamentable. J'ai employé cette expression, je sais qu'elle a choqué hier soir. J'ai dit, il a fait pire que Daladier. Que Daladier? Que Daladier, oui. Parce que Daladier, quand il revient des accords de Munich dans l'avion, il sait que ce n'est pas des bons accords. Et il le dit à ses conseillers. Et quand il voit les Français au bout là, de l'aéroport du Bourget, il dit je vais me faire chahuter. Et quand il les voit applaudir, il dit « Ah les cons ». S'il savait. Voilà, vous savez, vous connaissez l'histoire. C'est pire que Daladier, parce que comment on peut, quand on est président de la République française, venir comme ça tout d'un coup, en plus à la veille du 7 octobre, dire on va désarmer l'État d'Israël. Et après, aller à la cérémonie le lendemain et dire nous sommes indéfectiblement, je sais plus comment, indéfectiblement attachés c'est le en même temps, à défendre Israël. Non, mais il n'y a pas de en même temps. Je m'excuse de le dire, parce que personne. D'accord avec vous. Moi, je suis d'accord. Moi, le domaine réservé, ça n'existe pas pour moi. Donc voilà, je n'étais pas d'accord avec Mitterrand quand il a fait la première guerre du Golfe. J'ai voté contre. Je pense que j'avais raison d'ailleurs. Il n'y a pas de domaine réservé. Le domaine de la stupidité, il y a. Il y a une extrême violence en fait. Oui. Il y a une extrême violence dans les propos qui ont Melki. président Macron. Il y a quelque chose à la limite de la vulgarité en fait, d'avoir tenu ces propos-là à la veille de la commémoration. Vous savez comment les familles l'ont reçu? Non. Vous imaginez comment les familles ont pu le recevoir? C'est terrible. D'un côté, on est là à leur organiser des hommages. Le ministre des Affaires étrangères se déplace pour être à leur côté. Et en même temps, on fait une telle déclaration. Yonatan Arfi. Une des difficultés en plus du moment, c'est que ça fait suite à une séquence où il y a quelques jours, l'aviation française a participé à petite échelle à la défense d'Israël avec les Anglais et les Américains sur la séquence iranienne. Donc on a à la fois cette réalité-là, qui était la même d'ailleurs au mois d'avril, lors de la précédente attaque iranienne, et de l'autre côté, une phrase qu'il faut resituer dans un contexte, à mon avis, celle de l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui ne sont pas, on le sait, des alliés d'Israël, malheureusement, qui certainement ont dû avoir une influence aussi. Mais il n'y a pas de contexte à voir. Moi, je me souviens. Je me souviens quand même d'une phrase. Emmanuel Macron, qui peu de temps après le 7 octobre, avait appelé à la formation d'une coalition internationale contre, je crois que c'était l'État islamique à l'époque, et dans lequel il incluait le Hamas. Contre le Hamas, voilà. c'était Bon, voilà. Coalition internationale.
avec qui d'autre qu'avec l'armée israélienne comme premier partenaire comptait-il mettre en place cette coalition? Oui, c'était la solution. Et c'est toute l'absurdité. C'était la coalition internationale qui aurait dû être la réponse du monde. Et qui aurait évité le piège dans lequel se trouve Israël, je le redis. C'est vraiment la honte d'être français dans ces moments-là, parce que c'est réellement, moi c'est ce que j'ai ressenti. C'est assez rare, franchement. Je peux ne pas être d'accord avec le président, mais la honte, c'est un sentiment assez rare qu'on peut connaître, de se dire, mais si demain, nous, on était dans le même état qu'Israël, mais j'espère qu'on n'aurait jamais de partenaire comme la France, aussi peu fiable, aussi lamentable moralement. Et non, mais franchement, quand vous avez des partenaires comme ça, c'est une honte absolue. Et je termine simplement d'un mot, avec la coalition qu'on avait menée contre Daesh, à l'époque, c'était un ennemi à abattre. On a frappé Mossoul, on a frappé Raqqa, il n'y avait aucun problème moral. Et tout d'un coup, il faut désarmer... Il n'y a pas d'état d'âme, là. Hein. Ah, mais il faut désarmer Israël, qui est et puis je trouve une démocratie. Soit on s'en tient en fait à la phrase d'Emmanuel Macron, qui est une phrase de peur et de crainte, au moment où il avait refusé de venir à la manifestation contre l'antisémitisme, où il avait dit « je veux pas voir une France coupée en deux ». Et cette phrase est d'une fatalité, d'un renoncement absolu et d'une lâcheté très grande. Soit il comprend pas ce qui est en train de se passer, et il ne comprend pas que Israël est la pointe en avant de l'Occident dans cette région du monde, et que tout est lié avec ce que nous vivons sur le territoire français. On va continuer ce débat dans un instant, Louis. Mais je vous passe tous la parole, mais je voudrais, Monsieur Arfi doit nous laisser. Il y a aussi le phénomène de l'antisémitisme, contre lequel il faut se battre parce qu'il est exponentiel dans notre pays, Jonathan Arfi. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'après le 7 octobre, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un élan d'empathie pour les Juifs dans le monde entier. Après tout, c'est une attaque terroriste antisémite massive. Eh bien, c'est le contraire qui se passe. Il y a immédiatement de l'hostilité vis-à-vis des Juifs renouvelée, comme si le 7 octobre, ça avait été un appel à la haine lancé aux antisémites du monde entier pour leur dire de passer à l'acte. Et ça n'est pas nouveau dans l'antisémitisme, c'était déjà pareil après l'attentat de Toulouse, au Tsar Torah en 2012, après l'hypercacher en 2015, où là aussi, il y avait eu, dans les jours et les semaines qui avaient suivi, une explosion des actes antisémites. Ça veut nous dire que le phénomène générateur de l'antisémitisme qu'on voit depuis un an, ce ne sont pas les images de Gaza, aussi difficiles soient-elles, c'est bien l'antisémitisme initial, l'acte terroriste de départ qui provoque le mimétisme. Petite pause, je vous remercie Jonathan Arfi. On va écouter dans un instant l'historien Georges Bensoussan qui estime que le 7 octobre, c'est l'acte 2 de la Shoah. Il était notre invité ce matin. A tout de suite. 8h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Franz-Olivier Gisbert nous a rejoint. Bonsoir Franz. Bonjour. Journaliste, écrivain. On évoque ce 7 octobre évidemment. On va écouter, si vous le permettez, tout de suite Georges Bensoussan qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur nos deux antennes. Il estime que ce 7 octobre a réactivé le traumatisme de la Shoah et que c'est l'acte 2 en réalité de la Shoah. Les Juifs réagissent avec leur mémoire longue de la persécution, mais plus que de la persécution, la mémoire relativement récente de la Shoah. Donc forcément, le 7 octobre, ils l'ont vu comme le prélude à ce qui pourrait être une catastrophe finale. Un peu comme l'acte 2 de la Shoah, si vous voulez. Donc ça a réveillé en eux une angoisse existentielle, une précarité existentielle, que même les témoins les plus bienveillants ont du mal à percevoir. Voilà pour Georges Bensoussan. Vous êtes d'accord avec son analyse, Franz-Olivier Gisberg? Oui, bien sûr, mais enfin, c'est un des aspects. Mais il y a un autre aspect qui est un peu terrifiant, c'est la France. Moi, j'étais frappé de voir, je parle en France, des réactions de joie. On en a vu dans certains quartiers, comme dirait. Mais on en a vu, moi j'en ai vu. J'en ai entendu, j'ai entendu des gens, j'ai même vu des gens m'insulter joyeusement, enfin, vous voyez, comme si c'était voilà, c'était le plus beau jour de leur vie. Le 7 octobre, vous dites bien le 7 octobre. Il y avait en France déjà un antisémitisme rampant. Qui était assez préoccupant. Enfin, moi, j'avais remarqué ça, et je suis pas le seul d'ailleurs. Et je pense qu'à l'occasion, il s'est vraiment manifesté clairement, et d'ailleurs dans un certain parti politique. Et je dirais que ça a été confirmé, et ça, c'est peut-être la chose. Vous voyez, tout ça, c'est un enchaînement. Hein, c'est un enchaînement, tout va très vite. Mais ça a été confirmé par les élections législatives de 2024, où vous avez pu observer que des candidats ouvertement antisémites ont été élus dès le premier tour. Vraiment antisémites, c'est-à-dire antisionistes, antisémites, ont été élus au premier tour, ou de toute façon ont augmenté leur score. Donc ça montre qu'il y a enfin, il y avait une demande. Là maintenant, il y a une offre antisémite, et c'est très intéressant parce que vous voyez, c'est pas juste les quartiers musulmans ou enfin islamistes, comme on dit, ce sont pas seulement les islamistes.
je pense qu'il y a une partie aussi de la gauche friquée, la gauche friquée, vous voyez, dans les quartiers chics, etc. Je pense qu'il y a une espèce de renouvellement, enfin je pense, c'est tellement évident, il y a un renouvellement de l'antisémitisme. C'est plus juste la France rance ou moisie, comme ça a été le cas longtemps, et c'est toujours le cas, elle est toujours là. Mais enfin, elle est moins, comment dire, on l'entend beaucoup moins. Et aujourd'hui, vous avez une France plutôt jeune, et ouvertement antisémite. Voilà, et on n'ose pas le dire parce qu'on ne peut pas désigner les gens nommément encore sous peine de procès. Mais enfin, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire la liste aussi parce qu'ils font des listes tout le temps. On va faire des listes aussi pour dire voilà, parce que et là la liste est assez longue déjà à l'Assemblée nationale et évidemment sur les rangs de LFI. Julien Drey, la gauche a une responsabilité dans la montée de l'antisémitisme. Georges Bensoussan, dans une autre interview, a dit une chose qui, d'après moi, était très juste. Il a dit la date la plus importante pour les Juifs, pour le peuple juif, c'est pas le 7 octobre, c'est le 8 octobre. Parce que le 8 octobre, les Juifs du monde entier, effectivement, se sont rappelés leur histoire. Ou leur histoire les a rattrapés, et les a rattachés. Et ils ont aussi découvert ce que c'était que la solitude. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. D'une manière ou d'une autre, la solitude. Mais il y a quelque chose qui a changé. Et c'est ça qui change toute la donne. C'est que cette fois-ci, les Juifs ne baissent pas la tête, n'acceptent pas leur sort. Ils n'intègrent pas cette situation. Et c'est ça qui rend encore plus fou les antisémites. C'est que les Juifs se battent. Et ils ont tellement écrit dans l'histoire qu'on baissait la tête, qu'on acceptait notre sort, que là, pour eux, c'est insupportable. J'entends Julien, mais est-ce que la gauche a une responsabilité particulière dans tout ça? Mais la gauche, d'abord, voilà, moi je suis un homme de gauche, j'estime que ce ne sont pas la gauche. Mais oui, il y a une énorme responsabilité. D'abord de Mélenchon et de ses dérives, mais aussi de la direction du Parti socialiste actuel et de tous ceux qui ont accepté cela. Énorme responsabilité. Ils tournent le dos, y compris à tout l'héritage, par exemple, du Parti socialiste, de François Mitterrand. Voilà, donc oui, ils portent une énorme responsabilité. Et il y a une responsabilité particulière parce qu'il y a des jeunes générations qui se laissent entraîner par romantisme, petit bourgeois, voilà, le frisson de l'insurrection de Sciences Po, les anti-impérialistes de canapé, voilà, et ils sont en train d'entraîner une génération dans le mur, en l'éduquant de la pire des manières qui soit. Rachel Kahn. Je trouve que les mots, effectivement, de M. Bensoussan sont très justes, parce qu'en réalité, on a tous dans nos familles juives eu ce grand-père ou cette grand-mère qui avait cet accent, soit d'Afrique du Nord, soit yiddish, et qui nous disait « ils reviendront ». Et le moment où ils reviennent, eh bien finalement on comprend pourquoi nos grands-parents avaient ce silence. On comprend pourquoi nos parents, enfants cachés pendant la guerre, étaient comme ci ou comme ça. Et nous, effectivement, cette génération-là, on veut leur rendre hommage aussi, et on a voulu ne pas baisser la tête et parler et témoigner et dire pour que cette histoire du 7 octobre ne s'efface pas. Lorsque Jean-Luc Mélenchon et ses inféodés, dès le 7 ou dès le 8, révisent l'histoire ou sont dans un négationnisme, c'est pour nous empêcher un an plus tard de faire des commémorations. Et donc, ces mots de Georges Bensoussan sont effectivement implacables sur l'acte 2 de la Shoah. Rapidement, Joseph Massescaron, parce qu'après je me compte l'échange entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, pour comprendre la position française, qui est incompréhensible. Elle est totalement incompréhensible, elle est totalement brouillée. On les écoute alors et je vous passe la parole après. Oui, absolument. Allez, parce que on écoute Emmanuel Macron samedi et la réponse de Benjamin Netanyahou à Emmanuel Macron. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie menée par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Ils devraient avoir honte. Voilà, il devrait avoir honte. Joseph Massescaron dit Benjamin Netanyahou. C'est incompréhensible. Je crois qu'il y a un problème qui est un problème majeur en France, en règle générale, et qui par rapport à Israël, nous met dans une situation en permanence qui n'est pas la bonne, c'est pas le bon tempo. C'est-à-dire qu'en France, on est, notamment une partie de la gauche, on clame sur l'antifascisme par rapport à d'autres pays européens.
et on n'analyse pas ce qu'est le totalitarisme, ou beaucoup moins ce qu'est le totalitarisme. Regardez en France le temps qu'il a fallu pour lire Hannah Arendt. Moi je le sais, parce qu'avant les années 80, on ne lisait pas en France Hannah Arendt. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le totalitarisme, car ce que veut installer le terrorisme, c'est une forme de totalitarisme. Ce totalitarisme, on ne le voit pas. On est aveugle par rapport à ça. Donc Emmanuel Macron Mais en revanche, on clame, et vraiment, comme les gens disaient l'Europe, on est sur l'antifascisme, l'antifascisme, l'antifascisme. Voilà. Nous sommes un peuple aveuglé par cette question par rapport, il faut le dire, par rapport aux autres pays européens. Julien Drey et après François-Olivier Gisbert. Ne vous trompez pas, il y a une cohérence dans la position d'Emmanuel Macron. Il y a une cohérence. C'est la première fois. Il y a une cohérence. Il défend le Hezbollah. Il a, dans les mois qui ont précédé toute la diplomatie française, a essayé de trouver une solution au Liban qui passait par le Hezbollah. De toute façon, toute solution au Liban passait par le Hezbollah. Non. Ah bah oui, parce que c'était le... tenait complètement le Liban. En tous les cas, là, dans le moment actuel, le nouveau Liban que devrait défendre la France, c'est un Liban sans Hezbollah. On est d'accord. Et c'est là où elle aurait un rôle à jouer. Mais regardez qui a félicité la France. Qui a félicité? Qui? Le Qatar. Le Qatar. Communiqué officiel du Qatar. Grand acheteur d'armes françaises. 3e. Voilà. Tout est dit. Alors, Financier de la France. Là, on revient toujours sur l'histoire de la dette. bien sûr. François-Olivier Gisbert, vous comprenez la position d'Emmanuel Macron? Non, mais si vous voulez, franchement, ça ne m'étonne pas, parce que de toute façon, depuis le début, que ce soit en politique étrangère, sur tous les sujets, c'est un coup par-ci, un coup par-là. Je pense qu'il a du mal à se retrouver le soir, et de toute façon, je pense qu'il s'en fout même. Il cherche même pas à avoir une cohérence. Donc le sujet n'est pas quelle est sa cohérence, il n'y en a pas, et je veux dire, c'est le principe même du macronisme. Donc, mais c'est terrible. Oui, c'est ontologique. C'est, comme on dit, on dit en philosophie, c'est ontologique. Et donc, là, dans cette affaire-là, et je rejoindrai ce que vient de dire Julien, c'est qu'effectivement, il se braque, alors que c'est vrai que sur Gaza, on est tous un peu gênés, enfin moi personnellement je le suis, je reconnais, sur les bombardements. En revanche, sur ce qui est fait actuellement, qui est très ciblé sur le Liban, et qui quand même, parce que je veux dire, on ne l'a pas assez dit, mais qui a provoqué des scènes de liesse au Liban, chez les Syriens, chez les Libanais, chez les Druzes, bien sûr, ce sont des ennemis traditionnels du Hezbollah. Oui, et en Iran également, on a vu tout ça. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux quand même pour voir ça. Donc c'est la réalité des choses, qu'on a, on n'a pas le droit de le montrer, de le dire. On l'a peu montré, on ne l'a pas vu, mais c'est absolument essentiel. Et c'est vrai que là, le sujet, et là je suis d'accord, c'est-à-dire ça arrive au moment où il y a l'offensive contre le Hezbollah, qui est une offensive, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut contester à cette offensive sur le Hezbollah. Autant on peut se poser des questions sur l'offensive sur Gaza, sur les résultats, etc. Autant sur l'attaque contre le Hezbollah et contre Nasrallah, ce saint et martyr, comme dirait le journal Le Monde, eh bien, non, mais c'est vrai. Autant là, on trouve ça normal. Je viendrai rapidement. Il y a un contentieux parce que c'est un enfant roi. Et il ne supporte pas, parce que c'est ça le fond de l'affaire, c'est un enfant roi, il ne supporte pas de ne pas pouvoir jouer le rôle qu'il espérait. Il s'est cru être celui qui allait faire le cessez-le-feu. Et il était convaincu quand il fait son voyage aux États-Unis qu'il va pouvoir être au centre de cessez-le-feu. Et les Israéliens dans la discussion, se sont servis de ce déplacement de Netanyahou pour préparer l'autre opération. Et donc, il se sent, je dirais, humilié, et donc c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Et donc, c'est ça qui est en plus grave. Oui, Dragnel. Je rejoins ce que dit Julien Drey. En fait, c'est une forme de fuite en avant qui est assez incompréhensible, parce que pour pouvoir imaginer imposer un cessez-le-feu, il faut avoir les moyens de son ambition. Or, nous, on a complètement déserté la Méditerranée, typiquement parce qu'on regarde les forces en présence, ce sont les Américains qui sont essentiellement présents sur place. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'un homme politique peut imaginer que les conditions de la paix sont réunies? En fait, les conditions de la paix ne seront réunies que si Israël, qui est en train de se défendre, considère qu'ils ne sont plus menacés dans leur existence et dans leur intégrité territoriale. Or, aujourd'hui, ces conditions ne sont absolument pas réunies. Donc, parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui lui travaille, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Parce qu'il sait très bien. On va écouter M. Barrot, est-ce que vous imaginez Benjamin Netanyahou dire Emmanuel Macron m'a convaincu, on va faire un cessez-le-feu. Bon, alors, on arrête tout. Rappelons cette phrase. C'est totalement inenvisageable. S'il y a un cessez-le-feu, Julien Drey, c'est Israël qui finit d'exister, c'est ça? Oui, mais il
faut comprendre une chose en plus sur le plan militaire. Toutes les frappes en ce moment se concentrent beaucoup autour de l'aéroport de Beyrouth. Pourquoi ? Parce que les sous-sols de l'aéroport, la France le sait parfaitement, on a discuté avec les diplomates français, les sous-sols de l'aéroport sont la réserve de munitions du Hezbollah. Ils ont fait ça exprès, parce qu'ils savent la difficulté qu'il y a à ce moment-là de détruire l'aéroport civil. Le Hezbollah qui a tiré 135 projectiles aujourd'hui sur Israël. 18h31, juste le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian. Mickaël. La France met tout en œuvre pour la libération des 2 otages franco-israéliens. Déclaration du chef de l'État Emmanuel Macron qui a reçu leur famille à l'Élysée ce matin. 1 an après les attaques terroristes commises par le Hamas en Israël, des familles qui ont ensuite pu échanger avec le Premier ministre Michel Barnier lors d'un entretien à Matignon. Les suites du procès hors norme de Joël Le Squarnec, l'ex-chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 victimes, est renvoyé fin septembre devant la cour criminelle du Morbihan. Cet après-midi, le procureur de Lorient a déclaré que Joël Le Squarnec s'en prenait majoritairement à de jeunes mineurs âgés en moyenne de 11 ans. Et puis l'ouragan Milton se renforce et devrait atteindre les côtes américaines mercredi, désormais de catégorie 5, la classification la plus élevée, donc extrêmement dangereux. Il menace la Floride et le Mexique. Fin septembre, la région avait déjà été touchée par l'ouragan Hélène qui avait fait au moins 220 morts dans l'est des États-Unis. Merci Mickaël Dorian. Juste pour revenir sur la position française en termes diplomatiques, on va écouter Jean-Noël Barrot, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi appelle à un cessez-le-feu. Écoutez-le, il était à Tel Aviv. La force doit céder la place à la diplomatie. Nous plaidons depuis des mois, comme la plupart des pays du monde, en faveur d'un cessez-le-feu qui permette la libération de tous les otages et l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. Il faut être cohérent. On ne peut pas appeler à un cessez-le-feu tout en armant les belligérants. Un tel cessez-le-feu ne suffira toutefois pas à garantir la sécurité d'Israël à Gaza. Il faut que l'autorité palestinienne puisse réinvestir la bande de Gaza. Il faut que s'engagent des négociations en vue d'une solution à 2 États, la seule qui garantisse une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Il faut que cesse la colonisation en Cisjordanie, qui menace la viabilité de cette solution. La souffrance des civils doit cesser. Franz-Olivier Gisbert. Tout est faux là-dedans. Oui. Alors, tout est faux. Alors, vous avez tous la parole. D'abord Franz, ensuite Julien et Joseph. Franz-Olivier. Tout est faux, mais c'est totalement infantile, quoi. C'est-à-dire, on est dans un autre monde. La réalité aujourd'hui, c'est quoi ? Et c'est vrai qu'il faut revenir toujours à ça, c'est que, évidemment, la solution à 2 États, je ne vous le cache pas, je suis à fond pour. Et il faut le plus vite possible, dans cette région, un État palestinien. Il faut que les Palestiniens aient un lieu, on est d'accord là-dessus. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les principaux acteurs, ils sont pour la destruction d'Israël. C'est-à-dire que vous avez l'acteur principal, puisque Dominique de Villepin, qui apparemment le regarde avec les yeux de Chibem, puisque c'est l'expression qu'il a employée, le patron, c'est le guide suprême de la révolution en Iran, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei, et qu'il appelle d'ailleurs le grand leader iranien. J'adore cette expression, le grand leader iranien. Voilà, ça c'est un grand leader iranien corrompu, belliciste, et en fait qui a une ambition, la destruction d'Israël. Je vous signale que la plupart de ces gens, c'était vrai de Nasrallah aussi, le patron du Hezbollah, c'est vrai des gens du Hamas, ils ne disent jamais le mot, ils ne prononcent pas le mot Israël. C'est sale, ça leur salit la bouche, et disent l'entité sioniste, parce que de toute façon, on va le détruire. C'est d'ailleurs l'entité sioniste, on entend ça de temps en temps chez LFI, cette expression, pour justement ne pas prononcer le mot d'Israël qui est condamné à être détruit. Comment voulez-vous faire la paix, une paix durable C'était déjà très compliqué avec Arafat, et c'est dommage que cette tentative ait échoué, mais il y en aura certainement d'autres dans le passé. Il faut faire un État palestinien, mais comment le faire avec des organisations comme l'Iran qui veut la destruction, le Hezbollah et le Hamas qui veulent la destruction. Ses bras armés. Julien Drey, et ensuite Joseph. Parce que je l'ai mis en cause, et je le remets en cause ici. Il porte une responsabilité particulière dans l'échec des accords d'Oslo II. Quand Yasser Arafat, qui revient de Camp David et qui a négocié les accords de Taba, les futurs accords de Taba, parce que ça va être signé après, et qui donne naissance à un État, pour la première fois, un État palestinien, avec le partage de Jérusalem, avec le partage des territoires, etc., Dominique de Villepin, de sa propre initiative, contre l'avis de Jacques Chirac, reçoit pendant plus d'une demi-heure Yasser Arafat et lui dit « Il ne faut pas signer, vous aurez plus ». Yasser Arafat me l'a dit droit dans les yeux, quelques jours après. Je le dis et je suis prêt, s'il veut,
quand il veut. À débattre. À débattre de cela. Il porte une responsabilité particulière, parce que c'était le moment où Yasser Arafat cherchait. Et quand il a compris que quelque part la France allait l'aider, alors il a fait échouer les accords de Tabar. Terrible. Rachel, rapidement, et Joseph. Rapidement, sur le positionnement de la France, ou le non-positionnement de la France, ou le positionnement de la France sur une irréalité ou un fantasme, c'est déplorable et effectivement, ça fait honte, à mon avis, à beaucoup de Français. Par ailleurs, ne pas parler des Israéliens, des Français, enfin des Français qui vivent en Israël, les 100 000, ne pas parler de la colonisation du Hezbollah au Liban, ne pas parler de la colonisation du Hamas dans les territoires palestiniens, c'est un véritable problème. Et on a parlé beaucoup de cette annonce la veille du 7 octobre. C'était aussi un moment particulier entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le moment où finalement on fait un petit peu le bilan de l'année. J'aimerais bien qu'Emmanuel Macron fasse le bilan de son année et demande peut-être un grand pardon à la fin de cette semaine. Joseph Massescaron, avant la pause. Juste un mot, je voudrais revenir à ce que a dit tout à l'heure François Gisbert sur le Hezbollah, sur cette guerre qui est une guerre juste. Très souvent, on considère que l'Iran finance le Hezbollah. C'est pas vrai. L'Iran ne finance pas le Hezbollah. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le Hezbollah, en Iran, finance les gardiens de la révolution. C'est-à-dire que le Hezbollah est le grand financier de l'appareil répressif en Iran. Alors, vous ne pouvez pas dire... Ils volent l'argent. Absolument. Il faut bien dire, c'est un grand trafiquant de drogue. C'est un énorme trafiquant de drogue. Donc, un des plus grands trafiquants de drogue de la... Je parle de Hezbollah, l'organisation Nasrallah qui est à la politique, pas simplement. Tous. Voilà. Et la prostitution aussi. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sensible au sort des femmes iraniennes, au sort du peuple iranien, d'accord, et ne pas prétendre justement et dire et appeler à un cessez-le-feu, c'est pas possible. Et la position de la France là-dessus, je suis désolé, sent un peu le Quai d'Orsay qui a toujours eu faux là-dessus, mais le Hezbollah, d'ailleurs, regardez les premières déclarations, il y a quelque temps, les déclarations vraiment absurdes d'Emmanuel Macron sur le Liban, parce qu'il oubliait complètement, il y avait le Hezbollah, c'est-à-dire il critiquait la classe politique libanaise, ou Sauf qui était responsable de tout. La classe politique libanaise, elle ne touche pas sa bille parce que le Liban est devenu la chose du Hezbollah. Et vous avez vu, parce que ça c'est une information qui a été peu reprise, c'est le président du Conseil libanais, il a tout de suite demandé l'application de la 1701, voilà, des Nations Unies, pour désarmer le Hezbollah et le faire partir. Le Hezbollah est un intrus au Liban. Il n'a rien à faire au Liban. Il faut comprendre. Et les Libanais n'aiment pas le Hezbollah. Il faut comprendre qu'une partie du Quai d'Orsay, de notre diplomatie, a cette phrase terrible quand vous discutez avec eux. Ils disent, mais il faut que vous compreniez qu'Israël n'est qu'une parenthèse dans cette région. Ça c'est ce que pense Dominique de Villepin, hein. C'est-à-dire que comme les États des croisades, un jour la parenthèse israélienne se refermera. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On sera rejoint par Chloé, dont le frère Valentin a été tué dans les attaques du 7 octobre. A tout de suite dans Punchline. 18h44 de retour sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Nous accueillons Chloé Ignatia. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Vous êtes la sœur de Valentin, qui était un soldat franco-israélien tué dans un des kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre. Le kibboutz de Be'eri. Avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on écoute Avida Bachar, qui est un survivant précisément de ce kibboutz, tout près de la bande de Gaza, et qui a été très durement touché le 7 octobre. Il a perdu sa femme et son fils dans l'attaque de leur maison, ainsi qu'une de ses jambes. Un an après, il est revenu vivre dans ce kibboutz, et il porte une parole avec un peu d'espoir. Écoutez-le. Je tiens la poignée très près du mur, et Carmel la tient avec moi de l'autre côté du cadre. Comme ça. Et ici, c'est le sang de Carmel. Il se tient comme ça et ses balles l'ont touché au bras, aux deux bras. Le kibbutz est de retour. Le kibbutz est de retour depuis longtemps. Il est revenu quelques jours après la guerre. L'imprimerie a rouvert, l'agriculture a continué. Nous comprenons que notre vie et notre travail font partie de notre réhabilitation. Et nous nous y attelons pleinement. Voilà pour ce témoignage d'un rescapé du kibboutz de Be'eri. Chloé, votre frère Valentin avait quel âge? Il avait 22 ans. Et il était soldat? Il était soldat, il a voulu s'engager dans l'armée israélienne. Il était en train de faire un programme qui s'appelait Mahal, donc qui dure 1 an et demi pour ensuite vivre en Israël. Et il avait quasiment fini, il devait finir 10 jours plus tard ce programme. Vous savez dans quelles circonstances il a perdu la vie? Oui, il était dans l'unité des parachutistes, c'est une unité d'élite de l'armée.
Et le 7 octobre au matin, son commandant a été appelé en leur disant simplement qu'ils avaient besoin d'un hélicoptère ou de plusieurs parce qu'il y avait des problèmes, ils n'avaient pas beaucoup de détails. Ils ont ensuite embarqué du coup dans cet hélicoptère. Faut savoir que mon frère était tellement heureux d'aller défendre Israël et le peuple juif qu'il avait les bras en l'air dans l'hélicoptère, heureux d'aller sauver des gens. Ils ont atterri en urgence dans un petit village parce que leur hélicoptère s'est fait bombarder dans les airs, donc à Kfar Meimon, et ils ont sauvé ce village qui est en train de se faire infiltrer par des terroristes. Et une fois qu'ils avaient fini de sauver ce village, ils ont couru jusqu'à Be'eri, où devant chaque maison, mon frère motivait ses amis en disant non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et devant la dernière maison, mon frère a été touché dans le cou par plusieurs balles d'un terroriste. Aujourd'hui, on est un an après. Qui est-ce qui vous a soutenu? Qui est-ce qui a été important pendant cette année de deuil? Sincèrement, nous, on s'est rendu sur place. On l'a appris le 10 octobre. De là, on a vu beaucoup de soutien de la part de tous les gens en Israël. Vraiment, ça a été un soutien incroyable. Je vois la résilience de ce peuple. Sincèrement, je les admire. J'essaye aussi d'être forte pour eux parce qu'ils nous donnent beaucoup, beaucoup de force. Évidemment, il y a eu beaucoup de réseaux, de personnes qui ont été là. Je pense notamment aussi à l'ambassade à Dorit qui vraiment est très présente pour nous au quotidien. Et ensuite, des amis, mais vraiment aussi ses amis à lui, qu'on a beaucoup rencontrés. Mais les gens en Israël ont vraiment été incroyables avec nous. Chloé, quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays, notamment l'explosion de l'antisémitisme, vous dites ils n'ont rien compris. Ça fait peur de voir autant d'antisémitisme. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. Les gens qui ont été assassinés, décapités, les femmes et les enfants brûlés vifs. Enfin, c'est horrible. Je ne comprends même pas comment, face à des images comme ça, ils peuvent nier qu'il y a des gens qui veulent juste la destruction des Juifs. C'est même pas pour moi un conflit de territoire. Ce qui s'est passé, c'est vraiment, on voulait détruire les Juifs et c'est ce qu'ils cherchent encore à faire. Donc ça me fait peur que tout le monde oublie ce qui s'est passé le 7 octobre quand je vois la montée de l'antisémitisme. Oui. Est-ce que vous avez de la colère, Chloé, et contre qui? Sincèrement, de la colère, j'arrive pas à en avoir. Je préfère prendre mon énergie pour faire des choses positives par rapport à mon frère. Pour moi, c'est plus important. Après, quand je vois certaines paroles politiques, évidemment, c'est un petit peu embêtant, on va dire ça. Embêtant. Ouais. Et vos mots sont mesurés, Julien Dréon. On mesure évidemment le chemin que vous avez parcouru depuis un an avec toute votre famille, Julien. Je vous vois très touché. Non, je veux dire, je l'ai dit, pour tous les Juifs, il s'est passé quelque chose le 8 octobre. On ne peut plus s'extraire de cette histoire. C'est impossible. François-Olivier Gisbert. J'ai envie de dire aussi pour les non-juifs. Parce que moi, Bien sûr. Je ne suis pas juif et je me sens totalement concerné. C'est gentil. Et je trouve ça effrayant. Et dire aujourd'hui, je me sens plus juif que jamais, d'ailleurs. J'ai l'impression, d'ailleurs, chaque jour davantage. Je ne suis pas le seul. D'ailleurs, autour de ce plateau, il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas le problème du peuple juif, d'ailleurs. Je suis désolé de le dire. C'est notre problème à nous, ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Et moi, ce qui me frappe, parce que vous parliez très justement de la montée de l'antisémitisme, enfin, qui était là, latent, qui s'est révélé à l'occasion. Mais moi, ce qui peut-être m'angoisse le plus, c'est l'extrême indolence du peuple français par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit crier, on doit hurler, on doit réveiller. Parce que là, on file franchement en France, comme d'ailleurs en Grande-Bretagne, on n'est pas les seuls. Hein. La Grande-Bretagne et les États-Unis aussi, mais enfin ils sont moins atteints. Mais c'est vrai que la Grande-Bretagne et nous sommes très attaqués sur ce plan. Oui, il y a un antisémitisme fort et avec une espèce de laisser-aller, de je m'en foutisme. Et c'est là-dessus que s'est développé le nazisme. Hein, moi j'ai écrit un roman là-dessus il y a quelques années, après avoir beaucoup travaillé. Le schmock, le nazisme, il s'est développé sur un peu le je m'en foutisme du peuple allemand. Vous voyez, ils ont pu faire leurs petites affaires. Et je dis pas que c'est l'histoire qui recommence, elle recommence jamais, et puis elle bégaye l'histoire. Mais en fait, je pense que c'est important aussi de regarder l'histoire. Chloé, c'est important que la jeune génération comprenne aussi. Vous avez l'impression que parfois elle n'a pas conscience de ce qui se joue. J'ai clairement l'impression que personne, en tout cas la jeune génération, n'a pas conscience. Ils oublient tous les jours qu'il y a encore 100 otages qui sont probablement dans des tunnels. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Pour moi aussi, ce qui se joue, c'est vraiment une guerre de terroristes qui veulent juste éliminer des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est vraiment Israël qui se défend contre le terrorisme. C'est pas Israël qui se défend contre des soldats qui veulent un peu de territoire. C'est vraiment une question
d'humanité. Je suis d'accord. Louis Dragnel. Je pense que vous avez dû avoir la tentation de vous dire je quitte la France et je vais vivre en Israël. Pourquoi est-ce que vous êtes resté en France aujourd'hui ? Pour le moment, c'est compliqué de vivre en Israël parce que j'ai l'impression que si j'étais là-bas, je vivrais la vie que mon frère aurait dû vivre. Donc quand je suis sur place, j'ai quand même ce drôle de ressentiment de c'est vraiment un pays où on se sent soutenu. Mais je le voyais tellement heureux, tellement fier d'être là-bas que pour le moment, c'est quelque chose. J'arrive pas à passer ce cap. Peut-être un jour, je dis jamais non. J'ai passé 3 semaines en août, c'était vraiment incroyable. Je me suis sentie entourée, j'ai rencontré des gens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Israël pour mon frère. Il y a vraiment même une loi à son nom qui lui a donné la nationalité à titre posthume, donc il y a eu beaucoup de belles choses. Et Valentin était franco-israélien. Hein. Il était français au moment où il a été tué. Bien sûr. J'avais une dernière question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez encore en sécurité en France ? Pour le moment, ça va parce que j'ai l'impression que personne connaît trop ma tête. Donc, ça va à ce niveau-là. En venant ici, vous êtes un tout petit peu différent à partir de ce soir. Je préfère défendre l'histoire de mon frère coûte que coûte. Pour moi, c'est plus important que tout. Il a sauvé des gens, des centaines de personnes ce jour-là. Donc, si je peux même pas défendre son histoire, pour moi, j'aurai aucune valeur. Mais Très beau. Il y a le sujet aussi, en dehors de tout ça, est-ce que c'est pas aussi l'histoire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une histoire falsifiée qui est racontée, que croient les nouvelles générations quand on parle avec elles, comme quoi le peuple juif aurait envahi une terre arabe. Parce que c'est un peu ça que se raconte. Et d'ailleurs, c'est un des éléments de l'antisémitisme. C'est-à-dire une histoire fausse, puisque le peuple juif était là déjà il y a plus de 3000 ans, 4000 ans, et que les Arabes sont arrivés après. C'est exactement ça. J'ai fait quelque chose cet été qui s'appelle Taglit, et on a vraiment, sur le coup, je ne vais pas dire étudier, mais parler de justement l'histoire d'Israël. Donc on voit quand les Juifs sont arrivés, etc. Donc quand je vois tous ces conflits, ils disent territoriaux, au fond, ce n'est pas un conflit territorial, et on le sait. C'est juste qu'ils ne veulent pas l'assumer. Je connais bien ce programme Taglit, et je voulais vous féliciter aussi, parce que vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé de vie et de solidarité, de fraternité. Et je pense que votre frère est très fier de vous ce soir. Ouais, c'est gentil. Julien Drey, vous voulez dire un mot ? Non, mais je voudrais répondre à Olivier Gisbert. C'est vrai qu'il y a plein de gens, je veux dire, il y a un décalage terrible entre les prises de position d'un certain nombre de responsables politiques et le peuple français. Le peuple français, il a su se tenir et il sait se tenir. Mais il faut que tu comprennes, Olivier, il y a une situation particulière. Et ça, quand tu es juif, tu sens cette solitude. Je le comprends. Tu sens cette solitude. Je le comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Ça pèse. Même quand tu as essayé de t'en extraire. C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme moi aussi. D'ailleurs, je le vois sur le plateau. Joseph, oui, c'est-à-dire que l'espèce de réaction physique forte et puissante, enfin, on se sent totalement concerné. On se sent très concerné. C'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est pas simplement notre histoire, c'est notre survie à tous. Et c'est la vie de nos enfants. Donc c'est aussi. Olivier Benkemoun nous attend à Tel Aviv avec Thibault Marcheteau. L'hommage, évidemment, pour ces victimes du 7 octobre se poursuit, Olivier. Oui, exactement. En ce moment, sur la scène, il y a une alternance, soit de prières, soit de chansons, soit de prises de parole, et surtout, il y a les visages de ces victimes, 1200 victimes. Ce qui frappe, là, ce sont des visages très jeunes, très très jeunes pour la plupart. Ce sont les victimes de Nova, et puis il y a aussi les victimes des kibboutz. Vous en parliez il y a un instant, mais ceux qui vivent dans les kibboutz, c'est des gens qui croyaient à la paix, hein. C'est des gens de gauche. On en a rencontré beaucoup aujourd'hui qui vivaient à la frontière, qui vivent juste en face de la bande de Gaza, qui continue d'ailleurs à être pilonnée, et en tout cas l'artillerie a beaucoup craché aujourd'hui, et certains sont revenus dans ces kibboutz. La plupart, évidemment, ont été abandonnés. Il y a 2-3 endroits quand même. Il y a une volonté de reconstruire, de revenir là où on a connu l'horreur, où on a vu son voisin, on a vu sa sœur, on a vu sa famille qui a été tuée. Donc il y a une résilience et en même temps un combat très important. Et voilà, c'est le cas notamment dans la ville de Sderot. Je rappelle que c'est la grande ville qui a été attaquée, la seule grande ville qui a été attaquée. 90% de la population était partie, il y avait eu 40 morts. Aujourd'hui, il y a plus d'habitants à Sderot qu'il n'y en avait avant le 7 octobre. Merci beaucoup Olivier Benkemoun et Thibault Marcheteau. Chloé Ignatia, si votre frère pouvait vous voir de là où il est, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Il vous dirait bats-toi Je pense qu'il me dirait vraiment défends Israël, comme quoi c'est le plus beau pays du monde. Je pense que ce serait vraiment ça. Et continue à sourire, continue à être forte, parce qu'il était vraiment, quand je dis toujours souriant, tout le monde se rappelle de lui pour son sourire. Donc j'essaie de faire ça et de soutenir aussi les autres, parce qu'il était vraiment dans l'accompagnement et être là pour les autres, c'était vraiment important pour lui.
Merci beaucoup pour votre témoignage qui est à la fois bouleversant et d'une grande dignité, d'une grande force. Merci d'avoir choisi nos antennes, du courage, de la dignité et de la beauté. Merci beaucoup à vous tous.